Donc là, avant d'animer, de faire le rigging du personnage, on va le complexifier un petit peu. C'est-à-dire on va profiter de la surface de subdivision. Donc il faut raisonner en 3D que en fait c'est des outils, moi je dirais, qui permettent de travailler par étapes, c'est-à-dire d'enrichir un objet par étapes successives. On va partir des formes les plus simples pour arriver vers les formes les plus complexes. Et donc il y a un ordre de travail. Et donc là vous avez vu, j'ai commencé à fabriquer mon personnage de robot en low poly, on appelle ça du low polygone, très peu de polygones, et on va déjà, une fois qu'on a fait, on va dire sa première ébauche, sa première structure, je vais le complexifier. Je vais le complexifier grâce à la surface de subdivision, qui va me permettre de rajouter une couche de modélisation par-dessus. Alors vous voyez, sans la surface de subdivision, alors on va vite fait, je vais créer une texture, nouveau matériau, voilà, une texture blanche, de façon à ce qu'on le voit bien. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon personnage en low poly, hein, très peu de polygones, et on va le complexifier grâce à la surface de subdivision. Donc j'active la surface de subdivision, je la mets dans ses paramètres à 1, de façon à ce que son maillage soit quand même minimaliste, hein, soit au minimum. Donc là, j'ai commencé à créer, vous voyez, des arrondis un peu partout, mais j'ai surtout multiplié le nombre de polygones. Le fait d'avoir multiplié le nombre de polygones va me permettre de complexifier un peu plus sa forme, hein, avec plus de détails. Et à ce moment-là, regardez ce que je vais faire. Donc je considère que je vais désactiver la symétrie, de façon à conserver une façon de travailler symétrique. Donc je vais sortir mon cube de la symétrie, voilà, sortir la symétrie de l'arborescence, de la surface de subdivision, et je vais convertir la surface de subdivision en objet maillé. C'est-à-dire cette première couche, je vais déjà la recomplexifier. Je vais multiplier artificiellement le nombre de polygones de ma forme. Avant de faire ça, je vais faire un enregistrement de mon projet, évidemment. Hein. Donc vous avez fait un enregistrement, hein, au moment où vous commencez à travailler, de Toto. Hein. Toto Confin, je vais l'appeler. Toto Confin A, c'est la version A. Voilà. Et avant de passer à l'étape suivante, qui est une étape radicale, c'est-à-dire quand je vais convertir la surface de subdivision en objet, c'est une opération définitive. Donc je vais faire, regardez, fichier, enregistrement incrémental. C'est-à-dire que à chaque étape importante, je fais un enregistrement incrémental. Vous voyez, ce qui veut dire que le logiciel a rajouté 0001 à la fin du nom du projet, et va incrémenter à chaque fois 2, 3, 4, c'est à chaque étape du projet. Ce qui pourra me permettre éventuellement de revenir en arrière dans la séance de travail si j'ai besoin de revenir à une étape précédente, à une transformation radicale. Et là maintenant, la surface de subdivision, je la transforme en objet maillé, à nouveau. Donc là, j'ai un objet maillé. Hein, j'ai mon cube d'origine qui s'appelle toujours cube, il ne s'appelle pas encore Toto. Donc voilà, je l'ai sorti de son arborescence. Hein, et il est composé, si je le sélectionne et que je me mets donc en polygone, vous voyez, eh ben, il est composé de plein de petits polygones. Hein, j'ai rajouté tout un paquet de petits polygones. Alors l'intérêt, je le remets dans la symétrie. Hein, je le remets dans la symétrie, voilà. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que du coup, j'ai un peu plus de polygones pour le travailler, c'est-à-dire pour rajouter un peu de complexité à mon objet. Par exemple, ici, ça va me permettre, par exemple, de créer une échancrure dans mon masque à gaz. Hein, toc, je creuse, et voilà, j'ai créé une échancrure, sachant que plus tard, je vais rajouter encore une couche de maillage supplémentaire, parce que là il est pas mal, hein, il n'y a pas tant que ça de polygones, hein, on est à une époque maintenant où on est toujours en low polygone, là, hein. Avant c'était pas le cas, mais maintenant oui, et je peux encore le subdiviser, c'est-à-dire si je crée une nouvelle surface de subdivision, je pourrais aller un peu plus loin dans la précision de mon objet. Voilà. Là, c'est un nombre de polygones, moi je dirais, qui est pas mal. C'est bien de rester dans ces valeurs-là. Le nombre de polygones de l'objet, je peux le voir ici, en faisant un clic droit, et je fais information sur l'objet.
Et là, il m'indique que j'utilise 2963 kilooctets de mémoire. Il y a 3943 points, mais ceux qui sont en parenthèse, c'est les points supplémentaires rajoutés par la surface de subdivision. Donc en réalité, à l'arrivée, je vais avoir 42 312 points ou 42 064 polygones, hein, pour cet objet-là. Alors, j'ai donc mon personnage. Là, je désactive la surface de subdivision et je vais juste sculpter un petit peu pour le rendre un peu plus sympathique. Donc, je sélectionne ici, par exemple, son torse. Et je vais... alors c'est ça qui est pratique avec un robot, c'est que c'est beaucoup plus... un personnage de type robotique, un peu caricatural comme ça, c'est c'est beaucoup moins complexe à modéliser qu'un personnage humain, par exemple humanoïde, qui demande une certaine rigueur dans les proportions, dans les formes, etc. Là, on a un côté beaucoup plus sympa, ludique, et qui permet surtout d'aller très vite, hein, dans la modélisation, pour l'enrichir ou lui donner du caractère. Et comme c'est un robot, on fait un peu ce qu'on veut. Donc je prends par exemple ici, je vais ici créer des échancrures pour comment on va dire, pour les axes de rotation du coude. Voilà. Et pareil pour la main. Donc pareil, c'est sélection en boucle. Voilà, et je vais faire, ouais c'est ça, je vais la faire là. Je vais faire une échancrure ici pour le poignet. Je vais faire pareil pour les jambes. Je réfléchis un petit peu quand même avant, à savoir est-ce que je rajoute un peu de complexité avant de créer les échancrures. Non, ça me paraît utilisable, donc pareil. Hop, une petite échancrure ici. Voilà, et je creuse. Voilà, pour les genoux. Et est-ce que je fais pareil pour les pieds? Oui, parce qu'ils sont là, mes pieds sont quand même franchement un peu sommaires, hein. Allez, on va en faire... je vais faire quoi? Je vais faire KL. On va rajouter une coupure ici. Voilà. Sélection par boucle. Et je vais faire un creux. Bon, ici. Voilà. Hop. Non. Tac. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui peut être sympa? Ça peut être sympa de lui donner un peu de volume dans les pieds. Hop. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Hop. Voilà. Alors, on jette un œil sur ce que va provoquer la surface de subdivision. Voilà, donc ça me fait des formes un peu molles. Vous voyez, dans ce que je viens de faire. Donc, pareil, avec l'outil de découpe, je vais forcer un peu les arêtes de façon à ce que j'ai des coupures un peu plus droites. Des jonctions un peu plus droites, c'est plus élégant sur mon robot. Voilà. Haut, pour se rentrer la fenêtre sur mon personnage. Là, pareil ici, je vais... Tac.
commence à avoir des allures assez sympas. Comme j'ai créé ici à la jonction un volume, je suis certain qu'à l'intérieur, là j'ai des polygones intempestifs qu'il va falloir que je nettoie. Je vais lui faire, souvent les robots, ils ont des lampes ou des trucs comme ça sur le thorax. Je vais lui en faire. Alors, alors voilà. Ouais, ça c'est pas bien. Donc je vais pas me prendre trop la tête, donc je vais plutôt partir à l'intérieur ici. Ah non, ce que je vais faire, c'est que non, c'est mieux. Je vais faire une interpolation, une extrusion interne, voilà, de façon à les séparer des polygones qui font la jonction de la symétrie. Voilà, ce qui me permet de partir à l'intérieur comme ça. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on va dire. Voilà. Ah, là, on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus droit. Donc, pareil, je vais chercher la jonction. Où est-elle? Alors, désactiver ça. Là, il est là. Pourquoi tu veux pas tourner autour? Voilà. Tac. Donc ça devrait être mieux. Voilà. Et en haut aussi. Tac. Ouais. Elle était déjà arrondie dans la première interpolation que j'ai faite. Donc ce que je fais là n'a pas beaucoup d'action. J'aurais dû le faire avant. Bon, c'est pas très grave. On va dire que Toto est à peu près correct. Déjà. Il est déjà exploitable comme ça, on va dire. Donc je fais un enregistrement incrémental, c'est-à-dire enregistrement incrémental pour conserver donc, les étapes précédentes, au cas où si j'avais envie de revenir. Et on va là, très vite, faire du texturage. C'est-à-dire je vais vous montrer comment on texture rapidement un objet. Dans un autre tutoriel, on étudiera les UVW, c'est-à-dire la façon de texturer un objet de façon plus sophistiquée. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé une texture ici, qui était une texture blanche. On va là, pour l'instant, texturer très simplement notre robot, notre Toto le robot, par sélection de polygones. C'est-à-dire on va associer à une sélection de polygones une texture, juste histoire de le rendre un peu plus rigolo. Alors, je vais créer une texture, par exemple une texture rouge. Donc j'ai créé la texture. Ici vous avez tous les canaux possibles de gestion de la couleur, du relief, de la brillance, de la transparence, etc. Là on va juste changer les couleurs pour aller vite. Et donc par exemple je vais choisir du rouge. Voilà, donc ça sera la texture rouge que je peux nommer rouge. Voilà. Et cette texture rouge, on va l'associer à certains polygones. Donc là, en l'occurrence, je vais sélectionner, pareil, ma sélection en boucle. Et je vais me dire que là, juste autour des jonctions, il y aura du rouge, ici. Je vais mettre du rouge ici, je vais mettre du rouge ici, je vais mettre du rouge là sur le petit bord, et là sur le petit bord aussi. Voilà, donc tout ça, j'ai décidé que ça sera rouge. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai bien sélectionné donc mon cube, et ici, vous avez dans l'outil sélection, ou sélectionner, vous avez enregistré la sélection, que j'ai mise là, dans mon interface, ici, ce qui me permet, en cliquant là-dessus, de mémoriser. Vous voyez, j'ai un petit triangle qui vient d'apparaître, c'est cette sélection-là. Donc là, maintenant, si j'applique le rouge, alors soit je l'applique direct sur la sélection, regardez, si je la mets direct là-dessus, et ben j'ai des raies rouges qui apparaissent sur mon personnage. Une autre façon de le faire, un poil moins rapide, vous appliquez la sélection au cube, et là, dans les attributs de la sélection, ici, dans limiter à la sélection, vous prenez le petit triangle, le petit icône de la sélection qu'on a fait tout à l'heure, et vous le mettez là, ce qui va revenir exactement au même. Donc là, je viens de créer mes bordures rouges autour des bras.
Je vais, d'ailleurs, alors maintenant, justement, j'ai créé des bordures rouges autour des bras. Mais je veux les mettre autour aussi des jambes. Hein. Donc, comment je fais? Eh bien, c'est tout bête. Je sélectionne, je clique 2 fois sur l'icône de la sélection précédente. Donc, à nouveau, vous voyez, ma sélection des bras est affectée, est activée. Et en appuyant sur Shift, c'est-à-dire la contrainte de sélection, et l'outil de sélection en boucle, je rajoute, c'est-à-dire je sélectionne les groupes de polygones qui correspondent à mes genoux et à mes pieds. Voilà. Et voilà. Et là maintenant, si l'icône de sélection étant sélectionnée, je reclique à nouveau sur Mémoriser la sélection. Voilà. J'ajoute à la sélection précédente, j'enregistre cette nouvelle sélection. Comme cette sélection, c'est elle qui détermine la texture où la texture est appliquée, eh bien j'ai donc du rouge qui est appliqué à chacun des groupes de polygones sélectionnés. Là, on va faire une couleur bleue, c'est-à-dire je crée un nouveau matériau, je clique 2 fois dessus, je sélectionne la couleur, une couleur bleue, voilà, allez, une couleur bleue bien saturée, tac, qu'éventuellement, d'ailleurs, je vais appeler bleu, voilà. Alors évidemment, je vous conseille de toujours nommer tout ce que vous créez. Hein. Lui, on va arrêter de l'appeler cube et on va l'appeler Toto. Voilà, de façon à vous y retrouver quand vous allez avoir des centaines d'objets. Et là, pareil, même combat, je vais sélectionner des groupes de polygones pour créer mes icônes, alors mes dessins, mes graphismes. Donc là, je me dis, par exemple, on va travailler un petit peu la tête de Toto. Je me dis, tiens, j'ai envie qu'il ait des rayures autour des cheveux. Alors, je désactive pour aller plus vite et voir un peu mieux ce que je fais, la surface de subdivision. Je me remets en mode boucle dans la sélection et je sélectionne. Alors là, c'est effectivement un poil plus laborieux. Je sélectionne, par exemple, alors comme il y a pas mal de cheveux, ça va prendre un peu de temps. Je sélectionne les groupes de polygones que je veux colorer en bleu. Voilà, tac, tac, voilà. Je vais en faire d'autres, tant qu'à faire. Voilà, tout ce qui peut, dans notre cas de figure, améliorer la lisibilité de la forme. Hop. Là, j'ai envie d'avoir du bleu. Alors là, je suis U, je ne peux pas faire de rectangle avec un seul. Donc on va gagner du temps, je ne vais pas m'embarquer à essayer de le faire là maintenant. Je vais juste faire ce qui est rapide à faire pour la démo. Voilà, la ceinture. Tiens, on aurait pu lui faire une ceinture tout à l'heure. Ben, on va la faire. Donc là, pareil. Et là, attention, quand je vais sélectionner tout ce qui va être bleu, je désactive, c'est-à-dire je ne sélectionne pas, je fais en sorte de sélectionner n'importe quoi d'autre que l'icône précédente de la première sélection de polygones, sinon elle va être écrasée par cette nouvelle sélection. Et là, je fais mémoriser la sélection. Voilà, il vient de me créer une nouvelle sélection. Et à cette sélection, donc comme tout à l'heure, je vous rappelle, soit je viens la poser là et je l'affecte dans les attributs de la texture, soit je clique, je l'amène directement sur une des sélections, et voilà, automatiquement, il a fait l'affectation. Il a attribué l'affectation de cette texture bleue par-dessus l'ensemble. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, on va lui faire une ceinture, hein, parce que c'est sympa. Hein. C'est connu d'ailleurs, les robots ont tous besoin d'une ceinture à un moment ou à un autre pour ne pas perdre leur bas de corps. Voilà. Et donc je crée ici une extrusion interne et une extrusion, oui c'est ça, interne, et une extrusion pour créer une échancrure ici. Vous voyez, et en la créant, la texture a suivi hein, la sélection de polygones, et toujours associée à la bonne sélection de polygones. Donc là, on va s'arrêter là, parce que ça pourrait, vous avez compris que je pourrais rester assez longtemps à faire toutes ces modifications-là. Donc on enregistre, on fait un enregistrement incrémental.
notre robot est prêt, là on va dire qu'il est prêt pour être animé. Alors vous remarquez, ce qui est important, c'est que j'ai créé ce robot dans ce qu'on appelle la pose T. Hein, la pose T, c'est-à-dire que le robot il les bras en croix, comme ça. Hein, il se tient droit en croix, ce qui est une convention de la modélisation 3D pour les animations. Donc il est dans la bonne position, je réactive ma surface polygonale, je vérifie juste un petit rendu vite fait pour voir le look qu'il a. Ah, j'ai fait une mauvaise manip tout à l'heure, regardez. J'ai agrandi, en fait j'ai créé des polygones partout, je lui ai fait des bigoudis. C'est bien, on va garder comme ça, c'est une robot, finalement c'est plus Toto, hein. C'est Tati. Voilà, on a fait Tati avec ses bigoudis, donc c'est très bien. Voilà. Et oui, parce qu'en fait quand j'ai créé la ceinture tout à l'heure, j'ai fait une extrusion interne et une extrusion, mais j'ai pas fait attention que j'avais gardé la sélection de toutes les zones où il y avait du bleu. Du coup, ça m'a généré des polygones un peu partout que j'avais pas prévu. Mais c'est pas très grave. Donc, on a Tati le robot, qui est prête à être animée. Elle est en pose T. Donc là, je fais un enregistrement incrémental pour garder cette étape-là, c'est important. Voilà. Et maintenant, alors, on va faire une manip très importante. C'est son échelle. C'est-à-dire qu'il y a on va dire que les tailles des objets sont à peu près constantes entre les logiciels. Alors là, on va changer de logiciel pour créer son rigging. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur de Tati la robot confinée, on va lui mettre un squelette, ce qu'on appelle un squelette, des bones, hein, des os, toute une séquence d'os. Et avant cette opération-là, c'était une expertise hein, à part entière en 3D. Et c'était très compliqué, très long, et surtout très très long, hein, de faire ce qu'on appelle le rigging, c'est-à-dire d'assimiler, d'associer à chaque os un groupe de polygones, de façon à ce que lorsqu'on bougeait les os, les groupes de polygones suivaient et déformaient l'objet. Là maintenant, on peut le faire quasiment automatiquement en quelques minutes grâce à l'évolution des logiciels de 3D. Donc on va le faire avec un logiciel qui s'appelle Mixamo, qui est en ligne, qui a été racheté et repris et géré par Adobe, et qui pour l'instant fait du rigging gratuitement de personnages. Donc, comme on va passer d'un logiciel à l'autre, il faut faire attention de respecter, vaut mieux, ça simplifie la vie, un certain nombre de conventions, en particulier les conventions d'échelle. Donc là, on a un outil pour déjà évaluer l'échelle du personnage, parce que là, vous avez vu, j'ai commencé à construire à partir d'un cube. Or, ce cube, par défaut, fait 2 mètres. Donc la tête de Tati le robot fait 2 mètres actuellement, ce qui n'est pas très pratique. Donc on va créer un personnage, on va aller chercher dans les menus de CiMake le pantin. Le pantin qui est un personnage de référence, un pantin de référence, et qui est, alors par défaut, c'est moi qui l'ai pré-réglé, il est souvent à 600 cm de haut. Vous le réglez ici dans les paramètres, hein, dans les attributs du pantin, vous le mettrez à 180, 1m80. Voilà. Et alors là, si on bouge le pantin et qu'on le met à côté, je me mets en mode objet, ici, manipulation en mode objet, si je me mets à côté, on s'aperçoit que mon robot est un géant. Hein, le pantin, un personnage de 1m80, est en fait minuscule par rapport à mon robot. Et je constate aussi, parce que je suis parti de la tête, que le 0, c'est-à-dire le pantin s'est automatiquement mis, regardez ici, en coordonnées, si j'active les coordonnées du pantin, il est en Y à 0 cm. Donc le 0 du monde est à cet endroit-là. Hein. Et donc, comme je suis parti de la tête et que j'ai eu tendance à descendre, mon robot est en dessous du 0 du monde. Donc on va rectifier tout ça. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que on va se mettre en multivue. Hein. Si vous cliquez en haut là, sur les icônes qui sont en haut à droite, vous pouvez changer les vues dans lesquelles vous travaillez. Donc en cliquant en haut à droite là, je passe en multivue. Je vais me mettre en vue frontale, voilà, comme ça, de façon à avoir un peu plus de rigueur dans ma visualisation et surtout mes positionnements. Vous voyez, donc là je vois mes 2 personnages. Et la première chose que je vais faire, c'est que, vous voyez, je prends Toto. Je prends surtout, c'est lui qui est important, hein, c'est le Toto d'origine. Et son 0,
l'axe, les coordonnées de son axe sont au milieu de sa tête, puisqu'on était parti du cube au départ. Donc ici, si vous cliquez sur cette icône-là à gauche, qui est activer les axes, je vais non plus déplacer l'objet, mais déplacer ses axes, l'axe de l'objet. Alors regardez, je le sélectionne, et là je prends la flèche, et je vais la mettre pour un personnage. La convention, c'est que l'axe est au niveau de ses pieds, à la base de ses pieds. C'est-à-dire l'axe d'un personnage est, ce qui est à peu près logique, hein, ça se comprend, au niveau de la base de ses pieds. Voilà. Donc je déplace l'axe en bas, au niveau de l'axe de ses pieds. Alors déjà, le fait d'avoir fait ça est très pratique, parce que maintenant que l'axe de cet objet Toto est à la base des pieds, je désactive la fonction axe. Ça c'est très important, hein, de ne pas rester collé sur cette fonction-là, parce que vous risquez de faire des aberrations. Et là, dans ces coordonnées, dans les coordonnées Toto, eh ben vous voyez, il est à moins 1943 cm. Je vais le mettre à 0. 0. Et là, Toto s'est recentré automatiquement aux coordonnées 0 du monde. Donc, il est à côté, juste à côté du pantin. Mais il a toujours la même taille. Alors là, c'est très pratique. Maintenant que, pour Toto, sa taille est là, hein, son 0, je veux dire, le 0 de son axe est là. Lorsque je sélectionne l'outil de scale, hein, de mise à l'échelle, que je suis bien en mode modélisation, lorsque je vais le réduire, je vérifie bien que j'ai bien X, Y et Z qui ne sont pas désactivés, hein, qu'il n'y en a pas un seul de désactivé dans les coordonnées de transformation. Et là, en cliquant, je le réduis, et vous voyez comme il réduit par rapport à son axe, il reste collé au sol. Voilà. Et il revient à des proportions à peu près cohérentes. Donc si je reprends le pantin, je remets mon pantin à 0 ici, voilà, et je vais réajuster Toto, toujours Toto, de façon à ce qu'il soit pile à la bonne taille. Faites attention que ce soit bien Toto que vous êtes en train de manipuler et pas ses conteneurs, c'est-à-dire ses parents, hein, que c'est bien l'objet lui-même, parce que sinon ces opérations-là, comme c'est Toto qu'on va utiliser et non pas tous les autres tours, ces opérations-là peuvent ne pas se répercuter après dans les prochaines modifications. Alors, donc là, j'ai Toto qui est à peu près à la bonne taille. Voilà. Donc je peux désactiver le pantin. Hop, je le vire, parce que j'en ai plus besoin. Et maintenant, on va convertir. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un peu de ménage. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. On va désactiver la surface de subdivision et désactiver la symétrie. Voilà, de façon à enlever les polygones intempestifs que je pourrais avoir générés par mes toutes dernières retouches. Et vous voyez, gagner ici, dans le thorax, j'ai un petit groupe de polygones intempestifs ici. Hein, c'est-à-dire des polygones qui sont à la jonction. Ouais. Alors, pareil, quand votre outil de sélection est un peu trop épais, vous avez ici, dans Options, normalement, le rayon de votre outil de sélection. Donc vous le passez en 1. Dans les attributs de l'outil de sélection, vous le réduisez de façon que ce soit juste un point, ce qui vous permet de ne pas, sélectionner trop, d'avoir plus de précision dans la sélection de vos polygones. Voilà. Donc là, je viens d'enlever les quelques polygones intempestifs que j'avais sur le thorax. Donc là, si je réactive la symétrie, il est toujours cohérent. Et si j'active la surface de subdivision, j'ai toujours quelque chose de cohérent. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant que j'ai fait ça, c'est qu'on va devoir exporter notre personnage dans un format reconnaissable par les autres logiciels. Là, actuellement, j'enregistre en format Cinema 4D, qui est compatible déjà avec pas mal de choses. Hein. Par exemple, Unity est compatible avec Cinema 4D. Mais Mixamo ne reconnaît pas le format Cinema 4D. Il reconnaît en fait des formats standards qui sont Collada et FBX. Collada, FBX et un autre. FBX c'est pas mal. Je vous conseille le FBX chaque fois que c'est possible. Hein. Et donc on va l'exporter en FBX. Donc avant de l'exporter, il faut savoir aussi que la surface de subdivision n'est pas reconnue, hein, par l'exportation.
FBX. Donc on va reconvertir une dernière fois mon objet en un objet maillé complet. Donc là, je vais aussi transformer la symétrie. C'est-à-dire la prochaine étape est radicale puisqu'on va désactiver la fonction symétrie. Donc là, je sélectionne, je fais un enregistrement incrémental pour conserver l'étape actuelle, enregistrement incrémental, et je fais convertir en objet. Alors, je vérifie bien que le 0 est bien au pied de la surface de subdivision, est bien au pied de mon personnage. Donc je sélectionne l'objet, le mode objet, et je mets sélectionne symétrie et surface de subdivision. Donc le 0 est bien à la base, au niveau des pieds, le 0 de l'axe de tout ce monde-là est bien au bon endroit. Et donc là, à ce moment-là, je fais rendre modifiable. Cette fonction rendre modifiable, vous la trouvez aussi dans l'outil maillage, dans conversion, hein, et vous le trouvez ici, rendre modifiable. Et là, il vient de me créer un dossier, on va dire, un objet neutre avec Toto, qu'on va rebaptiser Tati. Voilà. Et je le sors, c'est juste histoire de simplifier les arborescences. Voilà. Et donc j'ai un Toto qui, à mon avis, là, est compatible. Hein, je vérifie son axe est compatible et à bonne échelle avec une exportation. Donc là, je fais fichier enregistrer, déjà un enregistrement incrémental supplémentaire de cette étape-là, et je fais, regardez, fichier exporter. Voilà, exporter, et je choisis FBX. Là, il y a un piège, vous allez voir, alors, il va s'appeler TotoConfin A006 FBX. Et je fais Save, et là il me propose plusieurs formats SBX, donc on va juste les regarder. Et je vous conseille de ne pas utiliser 7.5 2016, qui n'est pas reconnu par Mixamo, mais de prendre 7.4 2014. Voilà. Et puis tous les paramètres par défaut sont bons, qui sont proposés. Vous faites OK. Voilà. Et là, je viens de sauver une version FBX. On va la rouvrir pour la vérifier. C'est-à-dire, je fais fichier ouvrir. Et là, normalement, dans Toto, j'ai, voilà, ici, TotoConfin A0X, je fais OK. Et là, normalement, voilà, c'est bon. Il me montre le Toto que j'ai enregistré qui me paraît cohérent. Voilà. Donc, maintenant, on va changer de logiciel. Donc, on va passer à Mixamo, qui est un logiciel en ligne. Hein, donc, il faut être connecté pour y avoir accès. Donc, je démarre mon navigateur et je vais chercher Mixamo. Alors là, ça va être très lent pour moi parce que j'ai une très très basse, en ces temps de confinement, j'ai une liaison réseau passant par mon téléphone portable et ma 3G, et donc c'est très 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 lent. Mais ça marche pas mal, ça marche pas mal. J'ai déjà réussi à me connecter, ce qui est exceptionnel. Voilà, donc je me connecte, je fais login. Alors, la première fois que vous vous connectez sur Mixamo, il faut que vous créiez un compte. Hein, il faut vous faire un compte pour pouvoir faire ces opérations-là. Donc là, moi, je me suis créé un compte. Je fais continue. Voilà. Et je vais me retrouver sur l'interface de Mixamo, normalement, si tout va bien. Donc voilà, ça charge. Donc là, vous avez toutes les animations par défaut que vous propose Mixamo pour vos personnages. Et vous avez l'ancienne version que j'avais chargée. Donc là, je suis donc sur ma page Mixamo. Vous allez faire un upload caractère. C'est-à-dire vous allez choisir upload caractère pour aller choisir votre personnage. Voilà. Vous voyez, il vous propose FBX, OBJ, voilà, et je prends TotoConfin A. Alors, avec de la chance, ça va marcher. C'est-à-dire qu'il fait une première vérification pour s'assurer que le personnage est compatible.
Et là, ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui a été mal modélisé ou qui ne soit pas exporté dans le bon format FBX et ça peut bloquer à ce moment-là. Voilà. Donc voilà. Eh ben, il vient d'apparaître. Donc là, il vous fait une simulation, hein, mais Maximo vous montre à peu près le look que va avoir mon personnage. Vous pouvez faire bouger un peu cette prévue. Mais on va passer tout de suite à la suite. Donc, on va faire Next, hein, puisque déjà il a accepté mon personnage. Et là, il vous fait une proposition où il vous montre où il va falloir placer, hein, parce que le logiciel a besoin que vous lui indiquiez quels sont le positionnement, où sont les genoux, où sont les coudes, où sont les poignets, où se trouve le cou et la bouche. Donc vous voyez là, ici vous avez un premier schéma qui va disparaître quand je vais faire la prochaine manip, qui vous indique où il faut placer les articulations. Et on va ici non pas prendre un standard skeleton, mais un 2 chain fingers, hein, c'est-à-dire un personnage qui n'a que 2 doigts, hein, comme je l'avais modélisé tout à l'heure. Et on va y aller, c'est-à-dire que Shin, c'est voilà, c'est le menton. Hop, voilà. Les poignets. Donc, je positionne les poignets ici. Le coude, qui sera ici. Les genoux, qui seront ici. Et le groin, qui est ici. Voilà, donc tout ça c'est bon. Et là, je fais Next. Et là, ça devrait être magique. Alors, ça va prendre aussi un certain temps. Et donc là, cette opération qu'est en train de faire le logiciel est complètement magique, puisque d'habitude, avant, ça prenait un temps fou. Et c'était jamais vraiment parfait d'associer, de faire la jonction entre les polygones et les os. Et en fait, c'était assez complexe, on peut toujours le faire manuellement, mais en fait, il faut bien, quasiment, à chaque groupe de polygones, s'assurer que, par exemple, lorsque le coude plie, qu'il n'y ait pas des formations intempestives qui se produisent en général aux jonctions. Ce qui est intéressant, c'est que Mixamo le fait quand même relativement bien. Et donc c'est quasi, vous voyez, il n'a même pas pris une minute pour faire le rigging. Et là maintenant, il va me faire une proposition, il va me montrer comment le personnage réagit. Voilà. Et en même temps, je me rends compte que je ne dois plus avoir de piles dans mes oreilles, alors elles ne bougent plus. Parce que là, mon casque, c'est un Nico Mini, c'est des oreilles de chat en japonais, c'est un jouet japonais que m'a offert ma chérie. Et elle mesure mon activité cérébrale et normalement elle bouge avec ma pensée. Et ça aurait été intéressant de voir comment elle réagissait par rapport à mes réflexions, mais là j'ai oublié de changer les piles avant de commencer le tutoriel. Alors voilà, donc nous avons ici notre personnage qui a bien les pieds sur le sol. Si il n'a pas les pieds sur le sol et qu'il est à moitié enterré, c'est que vous avez oublié de lui ajuster son axe X, Y, Z. Donc là, on peut se rapprocher de lui, et là il vous montre comment il bouge. Hein, et ça, il bouge plutôt pas mal. Hein, j'aurais pu lui mettre de la couleur pour les yeux, mais là, c'est pas mal. Donc, je suis content de cette opération-là. Je fais Next. Voilà. Alors, il me dit qu'il va effacer l'ancien caractère. Oui, bien sûr. Et là, il va le mettre sur mon bureau dans Mixamo. Et on va lui affecter, avant de le télécharger, avant de le récupérer, on va lui affecter un mouvement. Alors, je vous conseille, parce que c'est le plus simple, de chercher un mouvement dans la bibliothèque Mixamo, ici, qui aura pour nom idle. Idle, c'est les positions types qu'ont les personnages les avatars, lorsqu'ils attendent, hein, lorsqu'ils sont sur place et qu'ils attendent et qu'ils font toujours la même boucle, en général, qui leur donne un semblant de vivant. Et donc là, vous avez idle, toutes les propositions idle de Mixamo. Donc là, regardez, on va prendre, ils sont assez rigolos d'ailleurs, c'est tous ces petits idoles. Je vais prendre, comme c'est Tati en fait, on va prendre, non celui-là il a l'air bien, le premier tout bêtement. On va prendre le premier idole là, qui est assez expressif. Donc là, vous voyez, je l'ai sélectionné, et voilà, mon personnage joue
cette scène-là. Hein, voilà. Bon, il est rigolo, mais c'est pas celle qui m'amuse le plus. Donc on va prendre ce idole-là, voir. Je voudrais voir comment il est. Donc c'est assez rapide, hein, vous avez vu la simulation. Donc là, il fait quasiment rien. Il fait juste que respirer. C'est pas très... Voilà. Donc là, j'ai Happy Idle. Voilà, j'ai pris Happy Idle. Mon personnage, vous voyez, il va faire ce mouvement-là en boucle. Donc là, maintenant, je fais Download. Donc en faisant Download, je vérifie bien que je suis en format FBX for Unity. Vous pouvez choisir plusieurs formats hein, de téléchargement. Collada, qui est un des formats standards. Mais je vous conseille plutôt pour, en tout cas, la suite des tutoriaux, de prendre FBX sur Unity avec la peau, hein, avec le skin. Et voilà, vous faites Download. Toc, et normalement, c'est curieux parce qu'il aurait dû me demander... Ah oui, bah oui, non. C'est parce qu'effectivement, je pouvais le télécharger en pause T, c'est-à-dire dans la pause de base. Mais là, il va me le télécharger avec l'animation. Alors, vous voyez, c'est intéressant, il me dit quelle animation. Et l'animation, c'est Happy Idle. Ce qui fait que je vais le sauver donc dans mon dossier actuel. Et ça me permet d'ailleurs de retrouver... Ouais, c'est ça, c'est bien Happy Idle. Et donc, FBX, je fais enregistrer. Et donc là, voilà, on vient de récupérer le personnage. Alors, vous voyez, ça va assez vite, même en liaison par téléphone. Je l'ai déjà récupéré en FBX. Donc là, maintenant, on rebascule sur C4D. Et puis, on va le réimporter, déjà, pour voir la version FBX. Happy Idle, donc c'est autoconfin FBX Happy Idle, je fais OK. Et donc là, on va voir déjà s'il est complet, voilà, il est là. Et il a l'air d'être en état de marche. Si je fais Play, voilà, et ben j'ai mon personnage, vous voyez, ici, voilà, qui fonctionne, et je vois son squelette. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'ici, vous voyez, il est entièrement configuré et animé, c'est-à-dire on a le rigging total, avec ici l'arborescence du squelette, avec ici les tags, on appelle ça les tags dans Cinema 4D, qui contiennent tout le rigging, hein, c'est-à-dire l'association des polygones avec chacun des os du squelette. Si je désactive, regardez ici, je cache le personnage, je vois le squelette qu'a créé Mixamo. Hein, vous voyez, ça c'est le squelette. Donc ça, le squelette est composé de tous les petits bones, et chacun de ces bones est associé à un groupe de polygones, et l'entraîne dans son mouvement par une sorte de magnétisme informatique. Voilà. Donc là, on a un personnage compatible avec Unity. Donc la prochaine étape, nous allons importer ça dans Unity, hein, importer ce personnage-là dans Unity pour créer notre caractère, notre first person caractère, notre personnage, à la troisième personne, d'ailleurs ce sera un third person characters, dans Unity, en temps réel.